à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors, quel est le principe de ce podcast? Je pense que vous commencez à le connaître si vous êtes des habitués, mais on va tout de même le rappeler pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous. Planète Hello, c'est l'occasion pour nous de vous inviter à nous suivre dans l'une des villes de la planète Hello. C'est aussi simple que cela. Et pourquoi pas vous aider à préparer votre voyage quand on aura le droit de voyager à nouveau. Pour cela, la démarche est simple, on prend le temps de se poser sur place avec un guide et d'évoquer la culture locale avant évidemment bien sûr de s'intéresser à la façon dont on y vit le football. Alors après 2 rendez-vous africains, on va changer de continent, on va changer d'endroit sur la planète, on va se poser dans le golfe de Thaïlande. Donc là déjà je vois que vous avez à peu près visualisé où nous allons aller pour visiter un ancien comptoir commercial devenu capitale, Bangkok. Et forcément, on aura un guide sur place, un guide qui est en Thaïlande, alors pas à Bangkok si j'ai bonne mémoire. Notre spécialiste Thaïlande de la rédaction, Jonathan Branger. Salut Jonathan, comment vas-tu ? Salut Nicolas, ça va très très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très très bien, je suis prêt, les valises sont prêtes là, elles sont à côté de moi. Je suis prêt à décoller pour Bangkok, hein. Voilà, je suis prêt. Tu as ton billet d'avion, tu as tu as tout ce qu'il faut, c'est bon ? J'ai tout ce qu'il faut, j'attends plus que mon guide. Donc voilà, on va compter sur toi, on va partir donc à la découverte de Bangkok. Et donc voilà, si vous êtes des habitués de Planète Hello, vous savez comment on va commencer. Sinon, bah voilà, vous allez le découvrir. Avant de parler football, on va planter le décor, on va s'installer, poser le contexte. Jonathan, si je me rends à Bangkok, il va falloir que je m'attende à quoi en termes de climat, de géographie, mais aussi d'histoire et de démographie? Alors, si on est un Français n'ayant jamais eu la chance de partir aussi loin qu'en Thaïlande, je vous promets un choc visuel, un choc au niveau de la température, un choc en fait à tous les étages. Déjà d'un point de vue climatique, comme cela avait été mentionné sur le Planète Hello de Dar es Salaam, quand vous arrivez en Thaïlande, vous allez vous recevoir un uppercut d'humidité. C'est-à-dire que ici, le taux d'humidité est très très haut, il fait très très chaud. Tout dépend de la période pendant laquelle vous allez à Bangkok. Il va falloir s'attendre à gérer en fait ce changement par rapport, on va dire, à la France ou à l'Europe en général. Au niveau du climat, alors on va commencer avec le climat pour vraiment s'approprier l'endroit. En général, il y a 3 saisons. Donc en ce moment, au moment où on enregistre le podcast, c'est on va dire l'été, la saison sèche, et on a des pics à 35-36 degrés. Après la saison sèche vient la mousson, la saison des pluies, qui dure en général de juin à octobre. Alors ça varie d'une année à l'autre, mais globalement c'est ça. Et après, on a ce qu'on appelle l'hiver en Thaïlande. Bon, l'hiver en Thaïlande, ça reste même 20-25 degrés, voire 30 degrés, sauf pour le nord de la Thaïlande, où il fait extrêmement froid, on va dire de novembre à février. Mais voilà, déjà, il va falloir se faire à la météo. Ensuite, quand vous arrivez à Bangkok, il va falloir être prêt à vous recevoir un choc visuel. Bangkok, en fait, c'est une mégalopole alors, officiellement d'environ 10 à 12 millions d'habitants. Certaines personnes disent plus, d'autres disent moins. On va dire que ce sont les chiffres officiels du gouvernement. Et on va dire 16 millions à 17 millions de personnes si on englobe la grande ceinture de Bangkok, la banlieue. Alors, je mentionne cette grande ceinture de Bangkok, on va en parler souvent dans ce podcast, surtout quand on reviendra au foot. Donc, les villes de Nonthaburi, les villes de Pathum Thani ou encore de Samut Prakan, en fait, sont des villes satellites de la capitale thaïlandaise et qui sont vraiment très importantes dans l'économie du pays. Mais si on reste dans Bangkok, on va dire dans le centre-ville, c'est une ville qui est vraiment interminable, dans le sens où certains expats que je connais personnellement, et même moi qui habite en Thaïlande depuis un certain nombre d'années, on n'a pas assez d'une vie pour connaître tous les recoins de la ville. En fait, c'est une ville qui est à l'image des autres capitales du sud-est asiatique. On peut citer par exemple Manille ou Jakarta. C'est tentaculaire, c'est, comme je l'ai dit, c'est interminable, étouffant de par le climat, de par le combo climat-circulation. Mais en fait, si tu veux, Nico, voyager à Bangkok, c'est en fait l'assurance d'un changement radical dans sa vie. On va dire que ce soit sur le court, moyen ou long terme, tout dépend combien de temps vous venez. Et en fait, être en immersion dans une ville qui est bourrée de paradoxes, qui est bourrée de contrastes.
C'est une ville, en fait, où d'interminables gratte-ciel côtoient des bidonvilles. C'est passé, en fait, de rues aseptisées de type Singapour, c'est-à-dire des rues commerciales, des rues, on va dire, business, à des rues qui sentent un petit peu plus le soufre, on va dire ça comme ça. C'est vraiment l'assurance d'être vraiment dépaysé. Je te coupe 2 secondes. C'est une description très sud-américaine. Hein. Oui, tu vois, dans le sens patchwork alors, où tu changes de pays en changeant de quartier, quoi, presque. Tu changes de monde, pardon, en changeant de quartier. Tu changes de monde en changeant de quartier. Je dirais même plus. Alors, je ne connais pas personnellement l'Amérique du Sud, je n'y suis jamais allé, malheureusement, j'espère un jour. Mais en fait, à Bangkok, tu changes de monde en changeant de rue. C'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire qu'on pourrait à la limite dire, bon, tel quartier est un quartier bourgeois, et le quartier qui est à côté est un quartier, on va dire, globalement pauvre ou modeste. Sauf que c'est même pas ça. C'est qu'en fait, d'une rue à l'autre, d'un croisement à l'autre, tu peux passer d'une rue qui est constituée de buildings de luxe, qui abritent de grands appartements, ou alors les sièges de grandes compagnies. Et puis tu tournes à droite ou à gauche, et puis là, tu arrives dans une rue à l'aspect complètement chaotique, poussiéreuse, bordélique. C'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Et pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, pour quelqu'un qui n'est jamais sorti de France, grosso modo, qui n'est jamais allé en Amérique du Sud ou en Asie, ça peut être assez perturbant. Donc, ce qu'il faut vraiment dire, et ça, c'est vraiment le conseil que je donne aux gens qui vont venir ici, c'est vraiment accepter ce déséquilibre entre les rues, les quartiers et les zones de Bangkok de sa ceinture. Et surtout ne pas juger, pardon. Surtout ne pas juger dans la mesure où c'est quelque chose qui est ancré dans la culture et cette combinaison entre le chaos et le moderne est quelque chose qui est vraiment l'identité de Bangkok. Et c'est en ça que c'est une ville qui est assez clivante. C'est-à-dire que dans les yeux, alors là on va se mettre à la place de la population thaï, dans les yeux des Thaïs, Bangkok est une ville qui soit est haïe, globalement, détestée, soit qui est adulée, mystifiée. Alors haïe, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une ville qui a connu une explosion démographique invraisemblable. Hein. On parle de... Alors là aussi, hein, les chiffres... ce sont les chiffres officiels. Après, ouais. On a l'habitude avec les chiffres. On arrive d'Afrique, là. Hein. Voilà. En Asie, je sais pas si c'est comme l'Afrique, mais enfin bon. Bah, c'est toujours compliqué de toute façon sur les mégalopoles, quelles qu'elles soient. J'ai envie de te dire, c'est pareil dans n'importe quel. Enfin, j'allais dire dans n'importe quel continent, les mégalopoles, il y en a quand même pas autant de ce niveau-là en Europe, mais Amérique latine, Afrique et Asie, les chiffres sur les mégalopoles, voilà quoi. Voilà, on est sur, il y a beaucoup de similarités entre ces mégalopoles, tu as raison. Et donc là, si je reviens à l'explosion démographique, on est sur environ plus 3-4 millions d'habitants sur une quinzaine d'années. Cette ville est, je disais, clivante parce que certaines personnes y sont par nécessité. Alors, la Thaïlande est un pays, il faut le savoir, très centralisé d'un point de vue administratif, d'un point de vue politique. C'est un pays archi-centralisé. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que la population totale de la Thaïlande est d'environ 60 millions d'habitants. Et là, on parle de Bangkok et sa ceinture. On est sur quasi du 20 millions d'habitants. Bon, ça donne un petit peu un aperçu de cette centralisation extrême administrative et politique. Beaucoup de personnes descendent des campagnes, surtout du nord-est de la Thaïlande, ce qu'on appelle l'Isan. L'Isan, c'est en fait la campagne. Ça va du nord-est au sud-est, en fait, et c'est, on va dire, la partie agricole et rurale de la Thaïlande. Les gens qui y vivent, en général, soit n'ont pas de travail, soit, bon, grosso modo, ils ne s'en sortent pas, donc ils sont obligés de venir à Bangkok et sa ceinture pour pouvoir avoir une vie meilleure. On est vraiment dans le cliché, vraiment, là aussi, je pense qu'en Amérique du Sud et en Afrique, ouais. On est vraiment dans le cliché du travailleur modeste au fin fond de la brousse qui doit aller dans la capitale pour pouvoir nourrir sa famille. Ouais, c'est le problème de tous les pays ultra centralisés comme ça. Voilà, c'est plus subtil que ça. Après, j'aime pas faire des généralités. Chaque personne a sa vie et chaque personne
à son background, mais vraiment, là, on est vraiment un petit peu dans ce cliché. Et ce qui fait que l'explosion de la démographie a entraîné un nombre de constructions énormes. C'est-à-dire que si vous allez à Bangkok, la première chose que vous allez faire, c'est prendre un taxi ou alors prendre des transports en commun pour vous rendre en centre-ville, puisque l'aéroport est un petit peu en dehors de la ville, l'aéroport international Suvarnabhumi. Et donc, vous allez devoir prendre des transports. Et ce qui va vous frapper en premier, c'est l'immensité des gratte-ciel, la multitude d'immeubles, tous aussi grands, aussi massifs les uns que les autres. Ce qui fait qu'on a poussé ça a poussé, si tu veux, à une urbanisation agressive, massive, qui fait que ça a tendance, ça plus, comme je t'ai dit, un petit peu la pollution, le trafic et d'autres facteurs, on a la sensation de temps en temps d'être broyé par la ville. C'est-à-dire que la ville nous consume d'un point de vue physique et d'un point de vue mental. Tu cumules tout ça et ça t'écrase encore plus, quoi. Ça t'écrase. Et surtout pour des personnes qui sont là pour s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là par choix, elles sont là par nécessité. C'est pour ça que quand vous parlez à beaucoup de Thaïs et que vous dites qu'est-ce que tu penses de Bangkok, bon, sans faire de sondage à la noix, mais beaucoup vont te dire je suis content quand je rentre à la maison, c'est-à-dire en dehors de Bangkok, dans le nord ou alors dans le sud. Tu vois, c'est un soulagement. Je suis là pour faire de l'argent. Petite anecdote très, très simple. Si vous avez la chance, alors il faut savoir que le Nouvel An Thaï, alors il y a le Nouvel An occidental, on le célèbre, mais il y a également le Nouvel An Thaï. Le Nouvel An Thaï, en général, le gouvernement donne beaucoup de jours de congé à toute la population, hein, grosso modo. Et si vous allez à Bangkok pendant le Nouvel An Thaï, en avril, la ville est complètement déserte. C'est-à-dire que vous passez d'une ambiance style Mad Max au mois de mars, et puis vous arrivez en avril, il n'y a personne. Enfin, j'exagère, mais à peu près. C'est Paris en août version Bangkok, c'est-à-dire que là, le différentiel est encore plus violent. Le différentiel est d'autant plus violent parce que ici, tout est accentué par le trafic, par tout ce qui s'ensuit. Donc, le différentiel est très violent. Et donc, c'est pour ça que la ville, vraiment, est une ville de nécessité pour certains. Mais d'un autre côté, en fait, je suis là aussi un peu pour promouvoir la ville. C'est une ville qui est adulée par certains, qui est mystifiée, parce que déjà, c'est une ville qui ne s'arrête jamais, où les possibilités professionnelles sont infinies. On en parlera tout à l'heure quand on parlera football, mais la Thaïlande a connu vraiment une croissance économique incroyable et c'est vraiment été symbolisé par Bangkok, par la situation de Bangkok. Et donc, les opportunités professionnelles se sont multipliées. On a vu beaucoup de choses, beaucoup d'événements culturels, sportifs s'organiser. Et c'est vrai que autant la ville peut être détestée pour son côté, on va dire, agressive, autant elle peut être adorée pour son côté, on va dire, attractif. Attractif d'un point de vue culturel, attractif d'un point de vue sportif. On y reviendra plus tard. C'est une ville, de paradoxe. Une ville de paradoxe, et quand on y arrive, il faut vraiment se mettre dans le logiciel de quelqu'un qui va s'adapter à ce qu'il voit et non pas de juger avec nos yeux d'Européens. Mais ça, à la limite, ce conseil-là, on va le donner n'importe où on ira dans nos pays hello. Et je vais faire juste une petite digression de 2 secondes, puisque tu parles du climat, tu parles des saisons, tu parles aussi de la ville. On voit son côté, j'ai envie de dire, schizophrénique. Si on veut véritablement connaître la Thaïlande, j'imagine donc qu'il faut faire Bangkok, mais il faut aussi sortir de Bangkok. On est d'accord, hein, il faut vraiment aller essayer de pouvoir aller en dehors de Bangkok pour voir toutes les faces de la Thaïlande. Oui, clairement. Si tu viens en Thaïlande et tu fais seulement Bangkok, pour moi, je considère ça comme un gâchis. Alors après, j'ai connu certaines personnes qui n'ont fait que Bangkok. Comme je t'ai dit, cette ville a un pouvoir sur les gens qui est assez irréel. C'est une ville qui fascine tellement que certains veulent y rester pendant toute la durée de leur séjour. Et je peux comprendre, parce que les possibilités sont infinies, mais vraiment infinies. Par contre, je te rejoins, oui, il faut sortir de Bangkok. Alors, la Thaïlande, bon, c'est un pays ultra touristique. Il serait compliqué de résumer, on va dire, de résumer le pays en quelques minutes. Il faudrait tout un podcast. Globalement, il y a 3 parties. Il y a le nord qui est, on va dire, la zone montagneuse, avec des villes comme Chiang Mai,
comme Pai, Nan, toutes ces villes en fait où on est loin de la mer, on est très loin des îles paradisiaques que les agences de voyage veulent bien nous vendre. On est dans la montagne, on est dans le paradis des trekking. Souvent, c'est la partie la moins chère de la Thaïlande en fait, le nord, et c'est un petit peu, ça a l'avantage en fait de combiner des prix attractifs, mais aussi la possibilité de voir des paysages spectaculaires. La ville la plus connue dans le nord de la Thaïlande, c'est là où je réside actuellement, ça s'appelle Chiang Mai, qui est la troisième ville du pays. Et là, vous avez là aussi des possibilités touristiques infinies, que ce soit des trekking en montagne, que ce soit la visite de temples, ou alors d'un point de vue personnel, ce que j'aime bien, c'est faire des road trips dans les routes de campagne. C'est vraiment ce qu'on peut appeler la Thaïlande des montagnes, c'est ça. Ensuite, vous avez le centre. Alors le centre et l'est. En fait, je vais englober le centre et l'est pour faciliter. L'est, c'est l'Isan. J'en ai parlé précédemment. L'Isan, Nico, c'est vraiment la Thaïlande rurale. C'est toute la région qui est frontalière avec le Laos. Donc c'est vraiment la Thaïlande. Là, on est vraiment dans la Thaïlande profonde, mais je le dis avec beaucoup de bienveillance. Ça, c'est vraiment pas médisant quand je dis ça. On est dans la Thaïlande profonde, celle qui a connu un léger retard de développement par rapport au nord, au sud et évidemment à Bangkok. Mais moi, je conseille d'y aller parce que là, pour le coup, vous serez vraiment en immersion de ce qu'est la Thaïlande et ce qu'était la Thaïlande il y a une vingtaine d'années. D'accord. Donc, bien sûr, c'est une région qui se développe, qui commence à être attractive, avec notamment des villes un peu pionnières qui sont un peu en tendance, comme Khon Kaen ou Udon Thani, ou Nakhon Ratchasima, qui sont des villes importantes de Thaïlande. Mais faire le tour de ces contrées, de ces campagnes, c'est l'assurance de faire des rencontres que vous ne pourrez pas faire ailleurs en Thaïlande. Les gens sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus simples. Et alors là, si vous êtes dans un délire de plaisir simple, alors là, vous allez être servi. Parce que si vous acceptez de sortir de votre zone de confort, c'est un peu l'endroit où être. Et ensuite, je vais terminer par le sud. Alors le sud, là, on est typiquement dans la carte postale, celle qui est vendue par les agences de voyage, par nos amis de l'Office du tourisme. Là, on est vraiment dans une succession de villes qui donnent en fait accès à des îles paradisiaques. Évidemment, la plus connue, c'est Phuket. Selon moi, ce n'est pas la plus belle. Il y a aussi Koh Samui, Koh Phangan, qui sont les paradis, qui sont les paradis des fêtards, puisqu'on y retrouve la Full Moon Party. Il y a la ville de Hua Hin, qui est la ville royale de Thaïlande, où il y a la possibilité aussi de passer bon et long week-end à la plage. Voilà, et puis il y a tellement de destinations, Krabi, Phang Nga, enfin c'est vraiment divers. Et là, on est vraiment typiquement dans le paradis, c'est-à-dire des eaux turquoises, le sable fin, les arbres, le cocktail sur la plage. Là, on est vraiment dans le cliché. Ouais. Mais bon, c'est un beau cliché. Ouais, c'est un cliché agréable, on va dire. Dernière petite digression avant qu'on avance un petit peu plus et qu'on revienne à Bangkok. Tu parlais des saisons, c'est une chose qu'il faut qu'on précise aussi pour nos auditeurs et pour nos futurs voyageurs. Tu conseilles quelle période dans l'année pour véritablement aller en Thaïlande et plus précisément à Bangkok? Pour toi, quelle est la période la plus adéquate? Alors là, c'est la question à $1 million Ouais. auquel je ne sais pas quoi vraiment répondre. Alors, il y a deux questions en fait qui me posent pas de problème, mais qui me perturbent un petit peu. C'est ça et quel budget je dois prévoir pour la Thaïlande. Pour ta question, Nico, l'idéal, en fait, c'est de venir pendant la haute saison touristique, c'est-à-dire de octobre à grosso modo février. C'est le moment où le climat est, on va dire, le climat est un peu moins violent. Et en fait, on est grosso modo, et c'est ça, on va dire, les touristes font ça, c'est qu'ils échappent à l'hiver en Europe pour pouvoir retrouver du soleil en Thaïlande pendant ces périodes-là, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Le problème, c'est que c'est la haute saison touristique et les prix ont tendance à augmenter. Dans ce cadre-là, moi, c'est pas que je conseille, mais je dis aux gens, si vous avez l'opportunité de venir entre juin, juillet, août, septembre, octobre, certes, c'est la saison des pluies, mais bon, ça ne veut plus rien dire, hein, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, mais les prix sont beaucoup moins chers. Donc, si vous êtes un petit peu en mode budget,
Si vous voulez venir visiter le pays, mais que bon, vous n'avez pas trop le budget pour ça, d'ailleurs, vous faites une comparaison très simple. Vous tapez, bon, pas en temps de Covid, mais en temps normal, Bangkok, Paris-Bangkok en juin, Paris-Bangkok en novembre, vous allez voir les prix qui sont multipliés par 3. Donc, moi, je conseille, on va dire, d'un point de vue logique, de venir entre novembre et mars, grosso modo. Mais d'un point de vue beaucoup plus personnel, et c'est totalement subjectif, il est intéressant pour moi de venir pendant la basse saison. Moins de touristes, moins cher. Et un autre mois pendant lequel il est important de venir, et alors là, c'est l'expérience unique au monde, c'est le Nouvel An Thaï en avril et ce qu'on appelle Songkran. Alors Songkran, c'est bon, donc le Nouvel An Thaï, et c'est la fête de l'eau. C'est-à-dire que pendant quelques jours, les rues sont inondées de monde et tout le monde fait la fête, boit, tout le monde chante, danse. C'est assez spectaculaire, c'est vraiment génial. Je pense que là, maintenant, on est prêt. Voilà. Je disais que les valises étaient prêtes avec le billet d'avion. On sait quand, on sait où. On sait ce qu'on peut faire aussi. On va revenir un petit peu sur Bangkok. On va après passer un petit peu au football. On va juste faire une dernière parenthèse, une dernière découverte du décor. Hein. Je le rappelle, on plante toujours le décor d'abord. Forcément, en tant que touriste, il y a évidemment, je sais que cette question plaît pas à tous mes rédacteurs de Hello. Hein, donc ça... je le sais, je fais la bise à Pierre-Marie, mais je sais qu'il aime pas trop cette question-là. Mais voilà, quand on est touriste et qu'on débarque à Bangkok, quels sont les lieux culturels qu'il va falloir absolument faire dans la ville ou dans ses alentours? Enfin voilà, quels sont les incontournables que tout touriste doit avoir obligatoirement fait? Alors là, ça m'a demandé un grand travail au niveau du filtrage parce que les choses à faire à Bangkok, on pourrait en écrire des romans et des romans. Bon, alors, moi, je vais être très pragmatique, je conseille de visiter les endroits qui sont vraiment à l'opposé de ce qu'on peut voir en Europe. La Thaïlande est un pays monarchique, c'est une des dernières monarchies du monde. Donc, bien évidemment que je vais conseiller de faire la visite de tous les symboles de la monarchie. Le temple royal de Bangkok, c'est, on va dire, l'endroit à voir en premier parce qu'il symbolise la famille royale, la royauté. C'est vraiment un endroit assez spectaculaire, magique, surtout quand on n'a jamais vu ce type de choses dans sa vie. Il faut s'y rendre assez tôt et il faut avoir une tenue correcte exigée. Alors ça, je le dis juste à nos futurs touristes. Attention dans les temples et tout ce qui est lié à la religion et à la royauté en Thaïlande, il faut avoir des tenues correctes. Il ne faut pas trop être exubérant, hein, sous peine de problèmes assez conséquents. Hein, on va pas développer. Et voilà, le temple royal, c'est vraiment la première chose à faire quand on est en Thaïlande pour voir un petit peu à quel point la monarchie, le concept de monarchie ici est au-dessus de tout. Autre chose qui est important, la Thaïlande est un pays monarchique, mais c'est également un pays à majorité bouddhiste. Je dis bien majorité parce qu'il y a l'extrême sud de la Thaïlande qui est musulmane. Donc dans ce contexte-là, évidemment que je vous conseille de visiter tout ce qui est lié au bouddhisme. Alors, il y a les fameux Wat. Alors, les Wat, W-A-T, ça veut dire en fait temple. Et donc, les plus célèbres, c'est le Wat Po, P-H-O, avec le plus grand Bouddha couché du monde. C'est assez magnifique. C'est à faire une fois dans sa vie. Il y a également le Wat Arun. Donc, le Wat Arun, on y accède par bateau et là aussi, c'est à faire. Donc voilà, mais de toute façon, pour tout ce qui est l'aspect religieux, vous n'aurez aucun mal vraiment en vous promenant avec votre petit sac à dos, votre appareil photo comme un bon touriste, en vous faufilant dans les rues de Bangkok à trouver des temples. Il y en a partout, hein, il y en a absolument partout. Et en général, on vous laisse rentrer sans problème. Une petite donation est demandée de temps en temps. Hein, voilà. Et puis on est autorisé à prendre des photos dans certains de ces temples. Ouais. Ensuite, en vrac, je conseille une petite balade sur le fleuve, la rivière Chao Phraya. Alors, Chao Phraya, c'est un nom qui devrait parler à tous les fans inconditionnels de Bangkok. Chao Phraya, c'est la rivière qui traverse Bangkok. C'est une rivière qui en fait divise la ville, qui est sujette à beaucoup de controverses parce que son niveau monte dû en fait à l'urbanisation massive et agressive de la ville. Donc, mais quoi qu'il en soit, il est possible de faire des petites balades en
tout, et ça vous permettra en fait de voir Bangkok sous différents aspects. Et le dernier endroit, on va dire de jour, parce qu'après je vais passer à la vie nocturne, je pense que ça va en intéresser certains. Le dernier endroit de jour, c'est la nouvelle tour Mahanakhon. En fait, c'est une tour au design, j'invite tout le monde à aller voir, vous tapez sur Google Mahanakhon Tower Bangkok. C'est en fait une tour avec un design exceptionnel, la plus haute tour de Bangkok. Et alors là, vous pouvez y passer carrément toute une journée avec une vue panoramique sur la ville vraiment spectaculaire. Ensuite, pour les adeptes de shopping, alors je parle de shopping parce que vraiment Bangkok est au shopping ce que le catholicisme est au Vatican, tu vois. C'est vraiment quelque chose d'assez hallucinant. Il y a des centres commerciaux partout, il y a des marchés partout, des magasins absolument dans toutes les zones, même les plus reculées de Bangkok. Et là, vous avez la possibilité vraiment de faire des bonnes affaires au niveau fringues, au niveau téléphonie, au niveau matériel électronique. Donc, je cite en vrac le MBK Tower, le Penta Plaza, ou encore mon favori, et ça c'est une petite opinion personnelle, le marché Chatuchak, excusez-moi, le marché Chatuchak en fait qui est du lundi au samedi, ça a dû changer un petit peu avec le Covid. C'est pour moi le meilleur marché de Bangkok et vous y trouverez absolument de tout, mais quand je dis de tout, c'est vraiment de tout, hein, c'est-à-dire ça va des vêtements aux chiens. Voilà, donc vous pouvez y trouver des vêtements, de la nourriture, du matériel électronique, des animaux. C'est assez conceptuel et ça vaut vraiment des... C'est finalement à l'image de Bangkok, un joyeux mélange. Ah bah oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait, tu arrives dans ce type de marché, alors je parle de celui-là, mais il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, c'est ce qui fait le charme en fait de la ville. C'est-à-dire en fait. qu'on est dans un déséquilibre permanent et dans une espèce de monde irréel où on va essayer de chercher un brin de logique, un brin de mais pourquoi ça c'est ici? Mais il faut pas. Alors la pire question à Bangkok, c'est pourquoi. Éliminez ce mot de votre vocabulaire et vous verrez, vous passerez un séjour magnifique. Je passe à la vie nocturne parce que je suppose que nos auditeurs chez Lucarne Opposé aiment bien faire la fête. La vie nocturne à Bangkok, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y en a pour tous les goûts, pour absolument tous les budgets. La première chose que je conseille pour la vie nocturne, c'est de vous rendre sur un des fameux rooftops de Bangkok. Il y en a plein. Et là, c'est l'assurance en fait de boire un bon verre, manger un bon repas avec une vue absolument incroyable, inoubliable. Vous aurez une vue sur Bangkok la nuit et ça peut rester gravé dans votre mémoire assez longtemps. Si vous êtes un peu plus en mode budget, un petit peu plus serré niveau financier, c'est vrai que les rooftops, c'est un petit budget quand même. Je vous conseille Khao San Road, par exemple, qui est un peu le temple avec des backpackers, des voyageurs en sac à dos, où vous pouvez vous éclater, boire des bières pour 2-3 euros, voilà, des pintes de bière, etc. Et autres alcools un peu bizarres. Vraiment, je recommande à tout le monde, même si vous n'êtes pas fêtard, c'est une question d'encourager la fête et l'alcool, loin de moi cette idée, mais vraiment, Bangkok la nuit, c'est tout aussi fascinant, voire plus que le jour. Parce que vous découvrez un nouvel aspect de personnes que vous ne verrez jamais le jour. C'est vraiment l'assurance de faire des rencontres assez incroyables dans des endroits qui le sont tout autant, en fait. Voilà. Juste un petit conseil, évitez de vous faire alpaguer par les chauffeurs de taxi, les tuk-tuk pendant la nuit. Souvent, ils vont vous s'arrêter près de vous pendant que vous marchez dans la rue. Ils vont vous dire où est-ce que vous voulez aller. Ils vont vous proposer de vous emmener dans un club, dans un bar, etc. Si vous êtes téméraire, allez-y. Moi, je le déconseille parce que souvent, vous allez atterrir dans des endroits un peu louches, voire glauques. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil. Méfiez-vous quand même, restez vigilants. Bon bah écoute, on a fait je pense bien le tour de la ville, et de voir plus même, donc là maintenant c'est bon, vous avez
pris suffisamment de notes pour préparer votre voyage sur les aspects touristiques. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui fait un petit peu le cœur de notre activité quand même, le football. On va rester du côté de Bangkok et vous allez voir ce que l'on peut appeler même le Grand Bangkok, puisqu'on va élargir un petit peu aux environs. Est-ce que tu peux nous dresser, Jonathan, un petit tableau général de ce que l'on peut trouver en termes de clubs de foot? Et il y a du monde quand même, donc va falloir va falloir pas faire des choix, mais voilà, va falloir qu'on soit un petit peu plus bref. Un tableau général de ce que l'on peut trouver en termes de clubs dans Bangkok et ses environs. Alors, les choix, j'ai dû les faire parce qu'en effet, il y a quand même pas mal de clubs, il y a quand même pas mal de clubs de football à Bangkok. Alors, le football à Bangkok, c'est vraiment très, très, très important. Et si vous êtes ce qu'on peut appeler un touriste foot, vous ne serez pas déçu. Alors, j'ai fait une petite sélection. En fait, j'ai fait une sélection de 5 clubs, des histoires assez intéressantes qui sont très, très différentes. Donc, je voulais un petit peu en parler pour vous faire un peu connaître aux auditeurs de ce podcast le football en Thaïlande. Alors, j'ai pris Bangkok et sa grande ceinture, c'est obligatoire parce que 4 de ces clubs sont dans la banlieue. Alors, le premier club que je vais mentionner, pour moi, c'est celui absolument qu'il faut connaître et c'est là où il faut aller si vous êtes en quête de football à Bangkok, c'est le Thai Port FC, le Thai Port Football Club. Alors, le Thai Port Football Club, c'est quoi? En fait, c'est un club qui est ancré dans le quartier de Klong Toi à Bangkok. Alors, Klong Toi, c'est vraiment un oasis, si tu veux, de sous-développement dans une ville qui n'a cessé de grandir. En fait, c'est une ville dans la ville, c'est une zone composée, pas uniquement, mais majoritairement d'habitations très modestes, pour ne pas dire de bidonville de temps en temps. Alors, ça fait environ presque, on va dire, 2 km, c'est sur 2 km et il y a environ 100 000 habitants. Quand je dis c'est une ville dans la ville, j'exagère à peine en fait, parce qu'en fait, cette zone qui est très pauvre en apparence, et pas qu'en apparence malheureusement, est située dans un quartier de Bangkok qui est plutôt développé, voire très développé. Cet endroit a un club et ça s'appelle le Port FC. Le Port FC, en fait, est la propriété du Thai Authority Port of Thailand, c'est-à-dire donc c'est-à-dire globalement en fait le port de Bangkok. Et en fait, dans ce port travaillent la majorité des gens qui vivent donc dans ce fameux quartier de Klong Toi. C'est vraiment un endroit à voir. Alors certaines personnes vont déconseiller d'aller dans cette zone de la ville euh, pour des raisons de sécurité. Bon, c'est comme partout et c'est comme l'a mentionné Pierre-Marie dans le précédent podcast Hello, il faut faire attention. Il ne faut pas avoir un comportement exubérant. Il ne faut pas non plus se promener avec tout l'or du monde autour du cou, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mais si tu y vas avec bienveillance et surtout en voulant vraiment montrer que tu t'intéresses aux gens qui habitent, à leur culture, leur vie, alors là, tu seras très bien accueilli et certaines personnes seront heureuses de te montrer Klong Toi et le Port FC dans la mesure où, en fait, ils sont un peu dans une logique du seul contre tous. C'est-à-dire, nous, le club du Bangkok d'en bas, le club Bangkok pauvre, contre vous, les bourgeois ou la middle class. Et donc, pour découvrir ce club, il faut aller au PAT Stadium, PAT, donc qui est un stade vraiment génial de 8000 places, sans piste d'athlétisme. Alors ça, je le mentionne parce que les pistes d'athlétisme, c'est un fléau dans les stades en Thaïlande. Mais le PAT Stadium est vraiment un stade compressé, j'ai envie de dire de manière un peu cliché, à l'ancienne, et qui est vraiment situé à côté du quartier. Et là, c'est vraiment une expérience unique parce que si vous avez la chance d'y aller avec un groupe de supporters, et je le recommande fortement, c'est l'assurance déjà de voir un bon match de foot parce que l'équipe de Port FC est une des meilleures de Thaïlande et la plus spectaculaire. Et en plus de vivre une expérience avant le match, puisque vous serez aux abords du stade, il y a beaucoup de stands de nourriture, de boissons. Et là, il y a tous les supporters qui arrivent 2-3 heures avant le match et qui commencent à, à manger, à boire, à discuter, à rigoler, à parler. Certains, les enfants jouent au foot. C'est vraiment une ambiance familiale et vraiment très sympathique. Alors, il ne faut pas non plus se laisser trop
influencés par certains supporters du Thaiport FC qui vous proposeront de boire avec eux parce que certains d'entre eux boivent tellement qu'ils en oublient le match. C'est-à-dire que la dernière fois que j'y suis allé, je suis tombé sur un supporter qui en fait était tellement ivre avant le début du match qu'il s'est endormi sur le banc à côté du stade et qui s'est réveillé au moment du coup de sifflet final et qui avait oublié de rentrer dans le stade. Donc faites attention, allez-y, amusez-vous, mais n'oubliez pas qu'il y a un match, vous êtes là pour ça. Donc voilà. Pour parler du club en lui-même, et maintenant donc joue le haut de tableau en Thaïlande. C'est un club qui est dirigé par une femme du nom de Madame Pang. Alors pourquoi je parle d'elle? Parce que c'est vraiment un personnage vraiment charismatique dans le football thaï. Quelqu'un qui a une espèce de fierté, un culte de la personnalité exacerbée, et elle contrôle le club d'une main de maître. C'est très divisé au niveau des supporters. Certains l'adorent parce qu'elle a fait vraiment monter le club en gamme. Et en plus, elle crée des actions sociales qui permettent, on va dire, d'aider les habitants de Klong Toei. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'elle est tellement imbue de sa personne que voilà, elle se met en premier plan des affiches le jour de match. Elle veut être filmée, elle est sur le banc à côté du coach et elle donne les instructions au coach pendant le match. C'est une personne assez fascinante qui mériterait un article à elle seule. Voilà, donc c'est vraiment un club typique, c'est un club de la zone pauvre de Bangkok, dirigé par une femme charismatique, de pouvoir, avec des supporters qui sont vraiment dans une doctrine de on n'est pas de Bangkok, on est de Klong Toei, ce qui est différent. Donc ça, c'est le premier club que je voulais mentionner et qui pour moi est le plus important. Et si vous devez choisir un seul club pour voir un peu le football à Bangkok, c'est le Thaiport FC. Alors le deuxième club que je voudrais mentionner, c'est le club champion cette année. C'est le club de BG Pathum Thani. Pathum Thani, ce n'est pas exactement Bangkok, en fait, c'est au nord de Bangkok et c'est une ville en fait considérée en fait comme un hub technologique et économique de la Thaïlande. C'est une ville qui regroupe beaucoup d'universités prestigieuses, de centres de recherche, d'instituts scientifiques et technologiques. C'est vraiment une plaque tournante de tout le développement économique, technologique, voire social de la Thaïlande. Et à Pathum Thani, dans cette ville au nord de Bangkok, en fait, il y a le BG Pathum Thani. Alors le BG, ça veut dire quoi? Ça veut dire Bangkok Glass. Alors glace, pourquoi? Glace comme un verre, hein, la traduction de verre en français. Alors pourquoi Glace? En fait, parce que Glace, c'est le nom de la compagnie de l'entreprise qui en fait gère le club. Et c'est la plus grosse compagnie de boissons, on va dire grosso modo, de la Thaïlande. C'est notamment la compagnie qui est propriétaire des bières Singa et Leo, donc qui sont des bières très populaires. Les experts de la Thaïlande sauront de quoi je parle. Et donc, d'ailleurs, le stade de BG Pathum Thani s'appelle le Leo Stadium, du nom de la bière. Et c'est un stade très moderne, alors qu'il a la particularité d'avoir seulement 3 tribunes. Malheureusement, ça gâche un petit peu, mais c'est un stade très moderne qui n'a rien à envier, par exemple, à un stade, je ne vais pas dire de Ligue 1 française, mais au moins de Ligue 2. Et donc, BG Pathum Thani, c'est vraiment, si vous êtes plus, je vais dire que Port FC, c'est plus pour l'expérience, on va dire, autour du football, c'est-à-dire la visite du quartier de Klong Toei, l'immersion dans les supporters, etc. Si vous êtes plus dans un aspect ou dans une démarche, dans une démarche de visite, on va dire, purement footballistique, tactique, technique, joueurs, infrastructure, etc., BG est beaucoup plus fait pour vous parce que c'est un club qui est carré, très professionnel, avec des joueurs vraiment de très haut niveau. Je mentionne souvent sur les articles LO, par exemple, Cardoso Tunes, Irfan Fendi, avec un coach très très bon, Dusi Chalersan, qui est vraiment l'avenir du coaching en Thaïlande. Et donc là, on est vraiment dans la totale opposée du Port FC, mais c'est tout aussi bien si vous êtes plus dans une démarche de savoir qu'est-ce que c'est le football en Thaïlande, d'un point de vue tactique, développement, etc. Sur du haut niveau, on va dire, sur le très haut niveau thaïlandais. Ouais, voilà, même si Port c'est du haut niveau. Ouais, mais là on est quelques crans au-dessus, quoi. Pour moi, alors là,
subjectif, on est dans un cran au-dessus. Voilà, les supporters de Porto me détesteront, mais pour moi, on est légèrement dans un cran au-dessus. Voilà, mais après, c'est différent. Et d'ailleurs, Nico, si tu me permets, je voudrais faire une petite parenthèse sur quelque chose de positif dans le football thaï. Dans le football européen, on entend en ce moment beaucoup de débats sur l'identité des clubs. Un club, par qui il doit être géré, qui doit être le propriétaire de ce club. Certains clubs en France, par exemple, voient un petit peu leur identité s'effondrer au vu des événements, des propriétaires qui achètent les clubs. Ce que je voudrais mettre en avant, et ça c'est vraiment une qualité indéniable du championnat thaï, c'est que les clubs, notamment, et là je reviens sur Biji, Pathum Thani et Port, les clubs, pas tous, mais une bonne partie, correspondent exactement à l'endroit dans lequel ils sont implantés. Et je vais même aller plus loin que ça. Ils développent un style de jeu et une identité de jeu qui correspondent en fait à la zone dans laquelle ils sont. Je vais donner des exemples très simples et je vais revenir sur ce parallèle entre Port FC et Biji Pathum Thani. J'ai mentionné Biji Pathum Thani. Biji Pathum Thani, comme je t'ai dit, c'est une zone industrielle, un hub technologique, éducatif, scientifique. On est dans un endroit, on va dire, très élevé socialement, voilà, avec des travailleurs qui ont un certain bagage éducatif. On est dans une zone en plein développement. En plus, le club est dirigé par une très grande entreprise. Et donc, le club est implanté dans ce contexte, on va dire de progrès social et technologique et éducatif, et on est dans la culture du résultat, c'est-à-dire il faut que ce soit à l'université ou dans ces centres de recherche ou alors dans ces grandes compagnies qui sont implantées, il faut du résultat, il faut être efficace. Et il s'avère que le style de jeu mis en place par Biji Pathum Thani correspond exactement à ça. C'est une équipe, quand vous la regardez, extrêmement clinique, au style de jeu très froid. Ça joue en 5-3-2. Ça met un but, puis après ça gère. On est vraiment dans quelque chose où l'efficacité règne. On n'est pas dans le folklore ou l'explosivité. On est vraiment dans le pragmatisme pur. Donc là, vraiment, le club, l'identité de jeu, le coach, les joueurs correspondent, on va dire, au contexte. Et à l'opposé, eh ben, tu apportes le Thai Port FC que j'ai mentionné en premier, qui est un club, qui est le club des quartiers pauvres de Bangkok, la zone des bidonvilles, qui représente en fait une population qui lutte, tu vois, qui peut s'en sortir, excuse-moi du mot, qui est dans la démerde, qui est dans un combat de la vie de tous les jours, et qui ont un tempérament, on va dire, bouillant, explosif, tu vois, exubérant. Et ben finalement, et quand tu regardes Port FC, je veux dire un match du Thai Port FC, eh ben, le style de jeu du Thai Port FC correspond exactement à ça. Ce sont des joueurs tous spectaculaires. Alors, pour les connaisseurs, il y a notamment Yannick Boli, mais je peux en citer d'autres, Dola, Suarez, Bordin, etc., Adisak. Tous ces joueurs sont spectaculaires, ne calculent pas, ne sont pas dans le calcul, sont là pour offrir du spectacle, du rêve. Et si on gagne 4-3, si on met un but de plus que l'adversaire, eh ben c'est bon, la journée, elle est parfaite. D'accord. Donc on est vraiment là, les clubs, le style de jeu prôné par les clubs correspondent, on va dire, au contexte dans lequel ils sont implantés. Pour parler rapidement de deux, trois autres clubs, il y a le Bangkok United. Alors le Bangkok United, c'est un petit peu la curiosité de Bangkok. En fait, c'est un club qui a été fondé par les étudiants de l'université de Rangsit. Alors Rangsit, c'est une ville dans la banlieue de Bangkok qui est très connue, qui est assez dense au niveau population. Les étudiants de cette université ont créé un club il y a des dizaines d'années de cela. Et ce club a été transformé au fur et à mesure des années. Avant, ça s'appelait le Bangkok University Club et maintenant, c'est devenu le Bangkok United. Et en fait, c'est un club qui a été racheté par la plus grande compagnie de télécommunications de Thaïlande, la plus grande compagnie de télécommunications de Thaïlande, qui est True Corporation. Donc, True Corporation, ils sont implantés dans le mobile, la télé, les médias, le concert, etc. Et donc, cette compagnie a racheté le club
Mais il s'avère que bon, c'est pas un franc succès, c'est pas un naufrage, mais c'est pas un franc succès. Alors déjà, le premier point important, c'est je vous conseille d'aller au stade de Bangkok United, mais vous allez voir, c'est assez spécial. En fait, c'est un stade de 25 000 places, le Thammasat Stadium à Rangsit. Déjà, pour y aller, bon courage. Mais en plus, vous allez voir, c'est assez surréaliste, parce que c'est un stade de 25 000 places avec une affluence d'environ 2 000 à 3 000 personnes. Donc vous avez la possibilité de vous asseoir absolument où vous voulez, dans un stade qui est complètement disproportionné par rapport à la fanbase qu'il possède. Alors le Bangkok United, c'est un peu le club pas moqué de la capitale, mais si je dois faire un parallèle, Nico, ça te parlera, c'est un peu le stade rennais de Bangkok. Ça a les mêmes couleurs. On pense toujours qu'ils vont faire quelque chose. Et puis Finalement, ils finissent toujours au pied du podium. Ils ont des bons joueurs, mais pas assez bons pour atteindre le top 4. Ils sont craints par pas beaucoup de monde, mais bon, on les prend quand même au sérieux parce qu'on ne sait jamais s'ils se réveillent un jour. Voilà, donc c'est un club qui a été incarné pendant des années par un coach allemand du nom de Mano Polking, qui a vraiment attiré toute l'attention sur lui, qui a développé le club et qui en a fait quelque chose d'assez intéressant, mais qui là est depuis parti au Vietnam, et donc son successeur du nom de Tok Tawan, je ne vais pas prononcer tout le nom entier, mais Tok Tawan, qui est peut-être un des meilleurs coachs actuellement en Thaïlande, un coach très cérébral avec une approche très, je vais dire, scientifique du football, a beaucoup de mal à prendre le relais parce que voilà, l'héritage laissé par ce Mano Polking que je mentionne a été trop lourd. Donc ça, c'est le troisième club. Le quatrième club, c'est Muang Thong Tan United. Je ne vais pas faire trop long parce que ceux qui s'intéressent au football asiatique connaissent. Alors ça, c'est une bonne expérience. Le SCG Stadium, ça, je conseille vivement de vous rendre au SCG Stadium si vous avez. C'est situé à Nonthaburi. Nonthaburi est une ville située au nord-ouest de Bangkok. Bon, c'est une ville où il n'y a pas grand-chose, donc ne vous attendez pas à vous éclater. Par contre, le stade en lui-même est très sympathique. C'est un stade de 15 000 places. Il possède des ultras. Le club a des ultras. C'est vraiment Muang Thong, c'est un petit peu la belle endormie du football thaï. C'est un club qui a vraiment été pionnier au pays dans beaucoup de choses. C'est un peu le club des premières fois. C'est le club qui a remporté 4 titres d'affilée pour la première fois. C'est un club qui a signé une gloire européenne pour la première fois. C'était Robbie Fowler en 2010. C'est le club qui a passé 2 fois pour les huitièmes de finale de l'AFC Cup pour la première fois, pour un club thaï. Donc c'est vraiment le club sur lequel tout le projet du football thaï se basait, mais malheureusement c'est un club qui est dirigé, pas malheureusement, mais c'est un club qui est dirigé par une des plus grosses entreprises industrielles thaï. La tendance un petit peu, on va dire vulgairement, à lâcher les sous, et cet argent a été mal géré pendant des années. Ça a été des politiques sportives incohérentes. Donc par exemple, je dirais une dizaine d'entraîneurs en même pas 4 ans, 4 ou 5 ans, l'achat de stars, de vieilles gloires taillées sur le retour. Enfin, ça n'a pas été fantastique, mais cette année, lueur d'espoir, ils vont peut-être revenir grâce à leur nouveau coach et ex-idole en tant que joueur, Mario Gurowski. Alors Mario Gurowski, c'est vraiment l'homme de Muang Thong Tan United. Ça a été une idole en tant que joueur. Là, il a repris le club. Le club est encore en compétition, est encore en course pour gagner la FA Cup, qu'on appelle la FA Cup, l'équivalent de la Coupe de Thaïlande. Et ils ont terminé 7e du championnat, ce qui est une mauvaise place pour eux, mais bon, ça montre quand même des signes encourageants. Et j'encourage vivement les gens à se rendre au SCG Stadium avec les ultras. Le stade est moderne et vous vivrez une bonne expérience de supporter. Et le dernier, mon club chouchou, je ne suis pas supporter, mais c'est vraiment le club que je préfère, c'est le Samut Prakan City Football Club. Le Samut Prakan City Football Club, c'est pas un club qui est exactement à Bangkok, c'est un club qui est dans la banlieue, dans la ville, donc du même nom, Samut Prakan. Alors Samut Prakan, c'est la cheville ouvrière de Bangkok. C'est vraiment, alors là, pour le coup, on est très loin, très très loin des cartes postales vendues par les offices de tourisme quand on vous propose de venir en Thaïlande. Alors Samut Prakan, c'est à environ, grosso modo, sans embouteillage, à 45 minutes de Bangkok en bus. Et c'est vraiment la Thaïlande
la Thaïlande, pas de manière péjorative, avec beaucoup de bienveillance encore une fois, la Thaïlande vraiment d'en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu touristique à visiter. C'est une ville d'environ 1 million d'habitants. Et c'est vraiment une ville, comment je peux dire, froide au possible. C'est-à-dire que vous allez prendre, en fait, grosso modo, le trajet, c'est que vous allez faire 40 minutes de bus depuis le centre-ville de Bangkok pour vous rendre dans un endroit qui est froid, qui ressemble en fait à une immense zone industrielle qui est poussiéreuse, qui n'est pas amicale du tout. Vous allez arriver dans cette espèce de no man's land, euh, de ce no man's land. C'est vendeur. Hein. On va voir pourquoi c'est vendeur, parce qu'au milieu de tout ça, au milieu de ce chaos industriel, puisqu'alors c'est une ville qui est jonchée d'usines, de factories. On parle de centaines d'usines, alors certains disent moins, d'autres plus. Au milieu de tout ça, au milieu de ce magnifique parc industriel, se trouve le Samut Prakan City Stadium. C'est une espèce de vestige de 5000 places, un truc vraiment old school, totalement vieillot. Mais alors là, pour le coup, si vous voulez faire une immersion dans le football en Thaïlande avec des supporters qui donnent de la voix, je vous le conseille. Alors, l'affluence n'est pas énorme, hein, je ne vais pas vous faire rêver, on est loin de Montevideo et Buenos Aires, on est à 2000 personnes. Par contre, ces 2000 personnes qui font du bruit, Samut Prakan, Samut Prakan City est un club dont les fans sont majoritairement des ouvriers des usines aux alentours. Ce sont des gens qui galèrent, ce sont des gens qui vraiment font du travail à la chaîne pour la majorité d'entre eux et pour qui le football, si tu veux, représente une bouffée d'oxygène. Et c'est d'ailleurs tellement fascinant que pour les déplacements à l'extérieur, en général, pour les clubs importants de la Toyota Premier League, en général, tu peux voir 200, 300 personnes se déplacer dans toute la Thaïlande pour aller supporter leur club. Samut Prakan, s'il y en a plus d'une vingtaine, c'est le bout du monde parce que ces gens-là n'ont pas le temps. Ces gens-là travaillent du lundi au samedi, du lundi au vendredi. Ils sont modestes. Ils vont assister au match à domicile, mais par contre, pour se déplacer à l'extérieur, c'est vraiment la croix pour eux, d'un point de vue financier. Et donc, ce qui fait qu'ils donnent tout. Ils donnent tout, ils donnent leur cœur, ils donnent tout ce qu'ils ont au moment du match. Et vraiment, là, il y a une vraie identité de club, malgré que, alors, c'est un club qui il y a aussi ses controverses, puisque c'est un club qui, il y a 2 ans, n'existait pas, en fait, tout simplement, qui avant était situé ailleurs, qui était situé dans la ville de Pattaya. Et en fait, un jour, le propriétaire a eu l'idée de tout transférer vers une autre ville, c'est-à-dire il a pris le club, l'entité, le logo, les infrastructures, le staff, il a dit maintenant on va être le club d'une autre ville. Donc c'est comme si, je ne sais pas, demain en France, Jean-Michel Aulas disait bon ben hop, allez, on va devenir Saint-Étienne. Donc c'est assez particulier, mais bon, en même temps, le football thaï regorge de ça. Ouais, puis c'est un peu le principe de franchise que tu vas trouver dans pas mal de pays en fait. Voilà, tu le trouves en Corée du Sud, tu le trouves en Australie, même s'ils n'ont pas trop déplacé de franchise, mais en Corée du Sud par exemple, ça a été le cas. Voilà, c'est un peu le même système de franchise. Alors ça a fait débat ici. C'est un club qui, pour beaucoup de personnes, disent oui, c'est un club artificiel qui n'a pas lieu d'être, qui est complètement qui n'a pas de raison d'exister. Il était dans une autre ville avant. Je pense que ces critiques peuvent être entendues, bien sûr. Maintenant, il faut s'y rendre pour voir que les gens qui supportent le club, ils donnent du cœur. Ce sont des gens vraiment qui veulent montrer qu'ils ne sont pas là pour rien et donc ils ont des ultras et ça donne de la voix. Alors le club en lui-même, par contre, même s'il est considéré comme artificiel, est un club qui est extrêmement bien géré, qui a fini 6e du championnat cette année, qui a fini à la même place l'année dernière et qui a en fait la particularité d'établir une connexion avec le Japon, puisque le coach Masatada Ishii est l'ancien entraîneur des Kashima Antlers et il fait de l'excellent travail. Le directeur sportif est japonais. Il y a 2-3 joueurs japonais, notamment Yuto Ono,
En fait, l'entreprise qui gère le club, grosso modo, vient du Japon, hein. On va simplifier, bon, même si c'est plus complexe que ça. Et voilà, donc il y a une connexion sino-japonaise qui fait que le club est vraiment sérieux, très bien géré. Et donc voilà, moi, c'est vraiment mon club préféré à Bangkok et c'est là où je recommande d'aller à condition. Et par contre, niveau trajet, il faut être bien accroché. Mais alors là, je vous assure, vous allez découvrir une facette de la Thaïlande que vous ne verrez sur aucun site de voyage. Et franchement, vous allez adorer. Vous allez adorer. Ok, donc là on a le décor, on a les différents clubs, on a bien vu hein, que chacun a sa véritable identité, c'est intéressant sur cela par rapport au le fait d'insister sur voilà, quel type de club vous allez voir, ça correspond à quel type de classe, façon de parler, ou quel type de population, et elle le représente véritablement. Donc du coup, dans tout ce paysage-là, il y a forcément de très très grosses rivalités. Alors, je pense qu'en Thaïlande, des gens qui sont un petit peu ou qui ont croisé des clubs thaïlandais connaissent un peu les Chonburi ou Buriram surtout, parce qu'on les a bien vus sur le continent. On imagine qu'il y a une grosse rivalité entre Muangthong et Buriram, Jonathan, mais il y a aussi une grosse rivalité entre Muangthong et Port FC. Ouais, exactement, exactement. Alors, si on parle de rivalité footballistique en Thaïlande, on va d'abord aborder les rivalités sportives. Quand je dis rivalité sportive, c'est-à-dire que les clubs, par leur essence et par leur histoire, ne se détestent pas, mais au vu de leur position dans le classement chaque année, de leur participation en Ligue des Champions, ça a créé quelques petites animosités ou de la concurrence. Alors, pour cela, il faut évidemment mentionner le club le plus important du pays, c'est Buriram United. Alors, que j'ai peu mentionné pendant le podcast parce que ce n'est pas à Bangkok. Il faut faire 3 heures de bus. Mais Buriram est le club phare du pays, des installations modernes, un budget colossal pour ce qui est de l'Asie, des joueurs de haut niveau, un bon entraîneur, des installations, comme je l'ai déjà dit, des installations qui n'ont rien à envier à l'Europe. Et Buriram, en fait, de par leur progression au fur et à mesure des années et leur développement, c'est créé des ennemis, mais bon, des ennemis, c'est un peu dur, mais Buriram contre Muangthong Thani. Donc ça a été les deux clubs se sont, on va dire, se sont battus pendant des années pour avoir pour le titre de champion et pour faire la meilleure figure en Ligue des Champions. Buriram contre Port FC aussi. Là aussi, on est dans de la rivalité purement sportive, pas spécialement d'animosité. Également, important de mentionner un club dont je ne parle malheureusement pas beaucoup sur mes articles LO, c'est le Chonburi FC, parce que c'est un club qui se bat actuellement pour ne pas descendre en deuxième division, mais c'est un club qui a été précurseur en Thaïlande. C'est le premier club qui a fait très bonne figure dans les compétitions continentales asiatiques et qui a, on va dire, qui a été l'élément déclencheur du développement du football en Thaïlande. J'espère qu'ils vont revenir sur le devant de la scène. Voilà, Chonburi, qui est une ville, on va dire, à 1 heure de route de Bangkok, qui n'est plus vraiment un ennemi des autres puisqu'ils sont trop bas dans le classement, mais qu'il était auparavant. Et je vais aborder par contre une rivalité, alors là, pour le coup, on est en dehors de tout contexte sportif, on est vraiment dans quelque chose de viscéral, de sociologique, c'est Port FC, Muangthong Thani United. Alors juste une petite parenthèse, Nico, pour bien comprendre la rivalité entre ces deux clubs, il faut d'abord comprendre la vision du supporterisme en Thaïlande. On est très loin de l'Amérique du Sud, on est très loin de l'Afrique, on est très loin de l'Europe. Ici, les supporters, chaque supporter a son club, mais on ne déteste pas forcément l'autre. Puisque comme je l'ai mentionné dans le podcast précédent sur la Thaïlande, il y a en Thaïlande une unité nationale globalement sur beaucoup de sujets. Et en général, les supporters thaïs n'ont pas de détestation pour les supporters des autres clubs. On se respecte. On limite même, on applaudit les adversaires. On est vraiment, certains appelleront ça dans un monde de bisounours. Moi, j'appelle ça du respect et de la bienveillance. Et en général, on ne critique pas l'autre, on ne critique et encore moins son club, son propre club. Ça aussi, c'est quoi qu'il en soit. Ils sont toujours derrière, même si l'équipe finit dernière avec 0 point, on verra plus tard, peut-être qu'ils remonteront. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est pour comprendre que la rivalité entre Muangthong Thani et Port, elle est très importante et les deux clubs se détestent vraiment. Là, pour le coup, on est sur des insultes pendant les matchs, on est sur quelques altercations. Il y a eu quelques altercations dans le passé, quelques affrontements, rien de bien spectaculaire, surtout si on compare aux autres pays LO
de la rédaction, notamment Ouais, on a des l'archive champions. Bourré. On a des champions. Voilà, on est très loin de tout ça, mais il y a quand même eu voilà, quelques petites échauffourées et les supporters des deux clubs se détestent parce que là, on est typiquement dans la lutte de classe. Muangthong, on va dire le beau club, le club riche, le club honorable de la middle class taille, et Port, le club que certains diront dépouilleux, le club des pauvres, le club de ceux qui n'ont rien, etc. Je caricature à l'extrême, mais c'est pour montrer à quel point ces deux clubs se détestent. C'est vraiment le seul, typiquement, c'est vraiment le seul match en Thaïlande où il y a vraiment une rivalité et une haine viscérale entre les deux. D'ailleurs, je déconseille fortement, alors ça va paraître stupide comme conseil, mais si vous pouvez éviter d'aller avec le maillot de Muangthong au Pat Stadium de Port ou le maillot de Port au SCJ Stadium de Muangthong, bon, bah, évitez de le faire. Sinon, En même temps, j'ai envie de te dire que l'idée est quand même déjà à la base un peu stupide. Hein. Mais l'idée est quand même stupide, mais je vais t'expliquer pourquoi je dis ça, parce que beaucoup de touristes, et ça c'est une expérience personnelle, j'ai connu beaucoup de touristes qui aimaient le football, qui sont venus en Thaïlande et qui ont voulu acheter des maillots de clubs locaux, sans tenir compte de la sociologie des clubs. Et ils se sont promenés grosso modo, avec le maillot d'un club rival aux alentours d'un stade un jour de match. Je ne dis pas que c'est ultra dangereux, mais chez certains esprits un peu bas de supporters, bon, bah, ça peut amener quelques conséquences. Donc, non, mais surtout si en plus on est tu le disais, parce que là où c'est intéressant, parce que on a l'habitude, on nous a souvent longtemps présenté, par exemple, quand on parlait de rivalité en Thaïlande, on nous a surtout souvent présenté la rivalité entre Muangthong et Buriram, voire Chonburi comme tu en as parlé, mais surtout Muangthong et Buriram. C'est intéressant de voir que, et à une époque où, tu vois, par exemple, on a des pays, nous, sur Hello, où la notion de lutte des classes a existé, mais elle n'a plus vraiment de sens. Je pense par exemple à l'Argentine, avec ce que certains pensent encore de Boca River, où tout le monde pense que c'est le peuple contre les riches. C'est absolument plus le cas. Toi, pour le coup, Muangthong porte. On est dans une vraie lutte des classes, on est dans quelque chose qui dépasse véritablement le football et c'est assez rare pour le signaler encore de nos jours. Cette lutte des classes existe encore. Exactement. De toute façon, en général, Porte est toujours dans cette démarche, même inconsciemment et de manière indirecte, de cette lutte des classes. Comme je l'ai dit quand j'ai parlé de ce club, là j'ai fait la présentation, ils sont dans une démarche où c'est un peu nous contre le reste du monde. Donc, quoi qu'il en soit, même avec un club qui n'a rien à voir avec Bangkok, tu vois, ils vont quand même être dans ce dogme. Et contre Muangthong, ouais, ça prend des proportions assez importantes dans la mesure où Muangthong vraiment représente le total opposé. Sincèrement, hâte d'être à l'année prochaine, de voir un Muangthong Thani United revenir sur le devant de la scène, jouer les premières places. Et là, on assistera à des derbys assez chauds, je pense, voire assez spectaculaires. Et pour ce qui est de Buriram Muangthong, c'est vrai que ce sont deux clubs qui cette année n'ont pas fait bonne figure, mais qui, bon, de par leurs moyens financiers et leur ambition, reviendront au premier plan l'année prochaine. Exactement, et venir à nouveau lutter avec BG qui s'est installé cette année. Voilà, on a fait le tour de tout cela, de la rivalité et tout. Maintenant, on va être dans la peau toujours, on va rester dans la peau du touriste foot, cette fois-ci, en abordant l'un des derniers aspects de notre podcast, si vous en avez l'habitude, la notion de se rendre au stade. Alors, Jonathan, comment on fait? Déjà, où est-ce que tu nous conseilles d'aller principalement, si on veut aller voir, si on n'a qu'un seul choix concrètement, où est-ce qu'il faut absolument aller pour voir un match de foot? Et comment est-ce qu'on s'y prend? En gros, est-ce que c'est facile d'obtenir des places? Est-ce que c'est facile de se rendre au stade? Là, voilà, les aspects pratiques. Et donc, voilà. Comment on y va? Enfin, où faut-il aller? Et comment on fait un jour de match pour y aller? Donc, j'ai un seul choix. Ouais. Le cœur dirait Samut Prakan. La raison dirait Port FC. Pour l'expérience football et tout ce qu'il y a autour, le Thai Port FC, pour moi, c'est le stade et le club à aller voir et le stade dans lequel se rendre pour vivre une vraie expérience football à Bangkok et même une expérience humaine. Donc pour moi, le Thai Port FC. Pour ce qui déplace, alors il y a 3 moyens. Tout dépend le club. Par exemple, pour Port, c'est mieux de se rendre directement sur place quelques heures avant le match et d'acheter des tickets. Pour les gros matchs, il faut aussi prendre un peu en avance. Genre la veille, aller au stade la veille et acheter des tickets directement sur place. Pour les matchs, on va dire, pas très importants,
il restera toujours quelques sièges de libre. Donc la première possibilité, surtout pour Portes, c'est d'aller directement au stade, surtout que le club est dans la ville, c'est accessible par tous les moyens de transport public ou les taxis. La ville ne manque pas de taxis. Le deuxième moyen qui est très populaire en Thaïlande, très utilisé, c'est l'achat de tickets sur des plateformes de vente de billets en ligne. Alors ce sont des plateformes qui vendent des billets pour les concerts, les spectacles, les musées, les attractions touristiques, et ils ont une partie sport pour les événements sportifs et le football. Alors, je conseille deux plateformes, Ticket Melon et Thai Ticket Major. Vous allez sur ces sites, vous trouverez, vous trouverez les tickets, vous achetez en ligne et après, soit vous allez dans les 7-Eleven. Alors, 7-Eleven, c'est la plus grande chaîne de supermarchés, de mini-supermarchés en Thaïlande. Et là, on vous imprimera votre ticket avec la référence. Ou soit vous y allez directement avec votre mail de confirmation au stade et on vous fera tout ce qu'il faut. Troisième façon, alors là, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Et d'y aller avec les groupes de supporters. Alors, si vous avez Twitter, si vous avez Facebook, je pense la majorité de nos auditeurs, vous tapez le nom du club que vous voulez aller voir. Donc, par exemple, Port FC, vous tapez Port FC sur Twitter ou Port FC sur Facebook, et vous allez tomber soit sur une page de fans, soit sur la page d'un supporter acharné, européen, alors étranger ou thaï. Et là, vous faites tout simplement, gentiment, la demande, voilà, je m'appelle, je suis Monsieur X, je suis touriste en Thaïlande, je suis fan de football, je voudrais voir à quoi ressemble le football. Est-ce que ce serait possible de venir avec vous à tel match? 99% du temps, on vous dira oui. Les 1%, c'est que soit la personne est trop occupée, soit le stade est plein. Sinon, y aller avec un groupe de supporters ou avec des fans ou alors avec un supporter du club, c'est ce que je recommande pour l'aventure humaine, parce que déjà, vous allez faire la connaissance de gens qui viennent de tout horizon, que ce soit thaï et étrangers. Et en plus, ils vous feront découvrir le club sous différents aspects. C'est ça, moi, que j'ai fait, par exemple, quand je suis allé la première fois à Samut Prakan. Samut Prakan, j'ai contacté un supporter, on va dire, emblématique du club. Je me suis présenté, j'ai dit, voilà, je voudrais vivre l'expérience Samut Prakan. Et je me suis rendu à Bangkok et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été en fait en immersion pendant presque 12 heures dans le club. J'ai fait ce personnage dont je parle, cette personne est une figure locale. Et donc j'ai pu avoir accès aux joueurs. J'ai pu prendre des photos avec les joueurs. J'ai pu parler avec le coach japonais que j'ai mentionné auparavant. J'ai fait le tour, il m'a fait faire le tour du stade. On a bu un café en ville. Il t'a accrédité, quoi. En quelque sorte, il t'a Ouais, accrédité au club, quoi. Voilà, exactement. On m'a offert des écharpes du club, on m'a offert des maillots. Puis en plus, comme vous êtes européen, vous avez l'apparence d'un Européen, vous allez attirer l'attention. Vous allez attirer l'attention, surtout dans des clubs comme ça. En général, il ne faudra pas longtemps. Si vous êtes bienveillant et ouvert aux autres, il ne faudra pas longtemps pour vous faire des amis. Alors, éphémère, le temps d'une rencontre ou pour la vie, ça dépend de vous. Mais vraiment, pour moi, c'est la meilleure façon. Twitter, Facebook, vous tapez le nom du club et vous laissez faire les choses et ça va être d'une facilité assez déconcertante. Et une petite question par rapport aux places sur les réseaux habituels. Hein. Est-ce que c'est cher d'aller voir un match en Thaïlande? C'est pas cher. Ah non, ça, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. On est sur du grosso modo. Alors ça dépend les stades, ça dépend les rencontres. On va prendre une fourchette large. On va prendre le. Alors si vous êtes vraiment en mode underground, c'est-à-dire les places les plus pourries dans les recoins des stades, vraiment un peu ghetto, vous pouvez y aller pour 50 Thai baht. Alors 50 Thai baht, sachant que 1 euro égale 36 grosso modo Thai baht. Je vous laisse faire la conversion, on est sur 1,50 €, etc. Par contre, si vous voulez être un peu plus dans des tribunes un peu plus confortables, si bien avec la tribune avec le toit pour éviter le soleil, là, il faudra compter 200, 300 grands maximum Thai baht, équivaut à une dizaine d'euros. Ouais, 10 euros vraiment max, quoi. Ouais, vraiment max. Après, il y a toujours. Après, pour les gros matchs, genre Buriram, Muangthong, si ça joue pour le titre, là, vu la rareté des places et que le stade est pris d'assaut, là, les places peuvent augmenter assez drastiquement. Hein. On peut parler de 700, 800 Thai baht. J'ai même vu des tickets de temps en temps à 1000 Thai baht et l'équivalent environ de 36 euros.
Mais c'est très rare, c'est très rare. Donc c'est pas un gros budget, hein. C'est pas un gros budget. Les tickets d'ailleurs, ça c'est un long débat et ça fera l'objet d'un article sur LO, c'est-à-dire comment les clubs taille peuvent survivre Avec une des tarification aussi basse. tickets si peu chers, quoi. Ouais. Ouais, Et donc du clairement. coup, se rendre au stade dans Bangkok, c'est facile ou il faut prendre quand même certaines dispositions? Si vous allez dans le club, dans le stade que j'ai recommandé, Port FC, avec le Pad Stadium, c'est très facile. Vous avez ce qu'on appelle les lignes BTS et MRT à Bangkok. En fait, ce sont les lignes de métro, le métro aérien. Voilà, vous verrez, c'est assez facile d'accès. Sinon, vous avez une compagnie, la compagnie de transport la plus populaire en Thaïlande qui s'appelle Grab, GRAB. Vous téléchargez l'application et c'est en fait le Uber du sud-est asiatique. Si vous êtes en quête d'aventure et un petit peu de quelque chose de singulier, vous restez les taxis motobike dans le centre-ville de Bangkok un samedi après-midi. Je vous souhaite tout le courage du monde, mais c'est folklorique. Je vous souhaite, vous allez prendre. Alors là, vous allez bronzer là. Vous allez bronzer. En fait, c'est un paquet. Vous allez au stade et en même temps, vous êtes tellement exposé au soleil que vous allez bronzer sur le chemin. Vous allez voir, c'est assez fantastique. Ça, c'est pour le Thai-Port. Alors, pour les clubs de la ceinture de Bangkok, c'est un peu plus compliqué. Soit vous faites l'aventure là aussi en métro, c'est possible, plus bus, vous faites combo métro-bus. C'est pas cher du tout, mais vraiment pas cher. C'est l'équivalent de 100 Thai baht, donc c'est l'équivalent de 3 à 4 euros. Par contre, ça vous demandera du temps, hein. On est sur une heure de trajet. Après, si vous êtes pas en mode budget, que vous dites OK pour le taxi, bah, vous pouvez prendre le taxi ou vous pouvez prendre la compagnie que j'ai mentionnée, Grab. Et pour environ, là, par contre, là, ce sera un peu plus cher et faudra compter 300 Thai baht aller, 300 Thai baht retour, ce qui équivaut à une douzaine d'euros. Voilà. Ouais. Bon. Ça reste quand même dans des tarifs assez, pas forcément bas, mais c'est pas non plus accessible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il a été dur à venir, mais le voilà, ça reste accessible, quoi. Tant qu'il est là. Ouais, exactement. Donc voilà, donc on l'a vu, comment on peut aller au stade et tout et tout. On va donc essayer je pense qu'on a eu une vision complète de la chose. On va essayer de clore cette visite footballistique comme on le fait d'habitude avec notre guide par l'expérience personnelle, la petite anecdote personnelle et les bons plans si tu en as pour véritablement profiter au maximum du football à Bangkok. Donc voilà, Jonathan, toi, quelle est l'expérience que tu retiens? J'ai la sensation qu'il y a peut-être un petit peu de Samut Prakan dans l'histoire et éventuellement les bons plans que tu peux conseiller. Ouais, mais je vais essayer pour cette dernière question d'aller en dehors de Samut Prakan et je vais pas parler d'une anecdote en particulier, je vais parler en fait de quelque chose que j'aime bien faire et que je recommande aux touristes football de faire. On va essayer un peu de sortir de Bangkok aussi, c'est-à-dire moi, ce que je fais. Alors, avant le Covid, je faisais beaucoup avant le Covid. Bon, maintenant, le championnat, c'est la fin de saison, donc c'est pas possible. Mais c'est quelque chose que je faisais, c'est que chaque week-end, pas chaque week-end, mais on va dire un week-end sur 2 ou sur 3, j'allais voir un match de football en Thaïlande, quelque part dans le pays. Alors, pas seulement première division, deuxième division, troisième division. Je me suis même donné des matchs de quatrième division au fin fond de la campagne. C'est vraiment unique. C'est-à-dire que vous prenez le calendrier de première division, deuxième division, troisième division, et vous dites, voilà, vous choisissez un match. Vous choisissez un match dans une ville que vous n'avez jamais explorée, et il y en a une multitude, et vous vivez une expérience footballistique, c'est-à-dire que vous allez à la station de bus de Bangkok. Il faut savoir que la Thaïlande est un pays extrêmement bien desservi, avec des bus, des trains, des avions, absolument même les plus petits villages du pays. Et là, moi, je recommande le bus et le train, mais surtout le bus, c'est-à-dire que là, vous allez dans la station de bus, vous dites, je veux aller à tel endroit, souvent une ville inconnue des services de tourisme, et le ticket de bus vous coûtera rien et vous allez faire 2 heures, 3 heures de trajet, l'assurance de voir des paysages assez spectaculaires et vous rendre dans des villes qui ne sont mentionnées nulle part dans les guides touristiques et vivre des aventures footballistiques dans des stades vraiment à l'ancienne avec des gens qui ne parlent pas anglais pour beaucoup ne parlent pas anglais,
Mais vraiment, là, c'est vraiment ce que je recommande, c'est aussi de sortir en fait de Bangkok. C'est par ça que je voudrais conclure ce podcast sur Bangkok. Ouais. Pour apprécier Bangkok, il faut en sortir aussi. Et ce que je vous recommande, c'est d'aller, par exemple, dans des villes. Alors là, ce sont des villes un peu plus développées, mais par exemple Nakhon Ratchasima, Chiang Mai, Prachuap, Chonburi, Rayong, Prat. Tout ça, ce sont des villes qui quadrillent la Thaïlande, qui sont accessibles par bus à des prix modiques, et vous allez vivre vraiment des expériences. Moi, j'ai vécu des expériences extraordinaires où j'ai pris le bus le vendredi soir pour aller voir un sombre match de deuxième division. J'ai fait 7 heures, 8 heures de bus de nuit dans des conditions des fois assez folkloriques pour arriver dans un trou perdu. Et c'est là que vous faites les plus belles rencontres. Les gens sont généralement bienveillants en Thaïlande. Et c'est là que vous faites les plus belles rencontres. Et les gens, même s'ils ne parlent pas votre langue, ne parlent pas l'anglais et encore moins le français, ils auront tout le plaisir du monde à vous accueillir, à vous présenter le club, à vous présenter la ville. Et voilà, donc mon conseil, c'est sortez de la zone de confort. Bien sûr, allez voir tout ce qui est possible de voir en termes de football à Bangkok. Mais si vous avez le temps, parce que ça devient... Allez à la station de bus de Mochit, ça s'appelle Mochit, et vous piquez, vous choisissez une destination et vous dites je vais aller voir un match là-bas. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçu du voyage. Et voilà, c'est la plus belle conclusion. Pour apprécier Bangkok, sortez-en et allez explorer la Thaïlande. Et allez explorer exactement. Non, c'est la meilleure des conclusions. Écoute, merci beaucoup pour ce voyage, Jonathan. Merci de nous avoir emmenés pas seulement à Bangkok dans ce podcast. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ouais, c'est un plaisir partagé. Voilà, on va donc vous laisser sur cette note-là. Donc, n'oubliez pas, voyagez, allez-y. N'hésitez pas, dès qu'on va pouvoir remonter dans un avion, allez-y, allez découvrir la Thaïlande. Je vais vous laisser ici en vous encourageant à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à venir aussi et surtout y interagir avec nous. Abonnez-vous à nos différentes plateformes, celles où vous êtes en train d'écouter ce podcast et où vous êtes en train maintenant petit à petit de revenir de votre voyage de Thaïlande. Je suis désolé, il va falloir revenir à la réalité. Abonnez-vous donc à nos différentes plateformes et notamment laissez des pouces bleus et des commentaires sur nos vidéos sur YouTube. Rejoignez notre communauté sur Discord. Venez voir notre site où vous y trouverez notamment les articles de Jonathan qui vous essayent de vous faire plonger dans la première division thaïlandaise, mais pas que. Ça vous permettra aussi de vous cultiver entre deux matchs. Et puis je vais vous laisser en vous rappelant que si vous voulez nous soutenir, si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez le faire en vous procurant notamment notre magazine. Le 14e numéro vient de sortir, tout est disponible sur le site. Ou alors à venir découvrir notre maison d'édition, car oui, messieurs, dames, nous avons maintenant une maison d'édition qui a déjà sorti son premier ouvrage, la biographie de Garincha, qui est donc forcément toujours disponible. Et une maison d'édition qui vous prépare un deuxième ouvrage pour l'été prochain, Los Once Caminos al Gol, la référence absolue sur Marcelo Bielsa, et qui sortira donc l'été prochain pour la première fois en français. Autant donc de moyens pour vous de nous soutenir tout en enrichissant votre culture foot, ce que l'on essaye de défendre. Voilà, tous les liens sont dans les descriptions. On vous laisse ici, on vous laisse revenir tranquillement sur Terre et on vous retrouve très très vite. À bientôt les amis.